Pour commencer, donc la peinture peut-elle illustrer un mouvement philosophique? Depuis Platon, dans l'Antiquité grecque, la philosophie et les arts font mauvais ménage. La philosophie se méfie des artistes, de l'art et des prestiges de la peinture. Dans sa recherche de la vérité, la philosophie n'apprécie guère la peinture, art du mensonge, art de l'illusion, consistant à évoquer le relief, l'espace et la troisième dimension sur une surface plate. De plus, on le sait également, à vrai dire, l'art n'a pas tellement besoin de se préoccuper de la philosophie et l'art, globalement, vit sa propre vie des formes et se préoccupe plutôt de l'art qui l'a précédé et qu'il cherche bien souvent à dépasser. Pourtant, pour ce qui est du temps des Lumières, force est de constater que la pensée de cette époque a pu trouver son illustration, voire son expression, dans l'art de son temps. Les Lumières ne sont pas à proprement parler un système philosophique, un corps de doctrine organisé de manière organique et systématique. Il s'agit au contraire d'une sorte de programme assez ouvert, défini par des principes assez larges, favorisant le progrès de la raison et de la pensée scientifique, et l'émancipation de l'homme à l'égard des excès du pouvoir politique ou du fanatisme religieux. Ce mouvement, plutôt que ce système, a pu admettre le débat, voire des opinions tout à fait contradictoires, entre des membres défenseurs de ce même programme de l'esprit des Lumières. Cette pensée tout à fait soucieuse des problèmes de son temps, beaucoup plus que de spéculations métaphysiques, relève sans doute davantage de l'esprit d'une époque que d'un strict corpus philosophique. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il est plus facile d'en déceler la présence dans les arts de cette même époque, plus facile pour les peintres et les artistes de s'en emparer. Les collections du musée Fabre sont particulièrement marquées par le XVIIIe siècle, un siècle durant lequel le fondateur du musée, François-Xavier Fabre, alors jeune homme, s'est formé et a puisé les principes de son art. Et Fabre, beaucoup plus tard, au début du XIXe siècle, a eu à cœur, lors de la création de sa collection, d'acquérir des œuvres de ses aînés du siècle des Lumières, qui sont venus petit à petit enrichir le parcours et les collections entreprises, poursuivies ensuite au fur et à mesure des années par cette même institution. Je vous propose donc dans cette conférence une promenade au fil de quelques œuvres du musée Fabre qui, comme on va le voir, peuvent illustrer de manière assez éloquente le programme, l'esprit des Lumières. Alors je débuterai par ce portrait, ce très beau portrait du musée, un portrait d'une figure à la fois attachante et quant à son exécution, un tableau tout à fait éblouissant. Il s'agit du portrait de Madame Crozat. Donc qui est ce personnage? Il s'agit de la femme d'Antoine Crozat, très très grand financier de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, sans doute, à vrai dire, l'homme le plus riche de son temps, qui finançait la politique et les campagnes militaires, en particulier de Louis XIV, de Louis XV, ainsi que du Régent. Alors il faut savoir que cet Antoine Crozat, comme son nom l'indique, à vrai dire, était un parvenu. C'était un fils lui-même de financier toulousain et un petit-fils de fabricant de bonnets. Ce qui lui a valu d'être considéré tout au long de sa vie, par Saint-Simon en particulier, comme un parvenu de la pire espèce, ainsi que comme un ancien valet. Donc, comme vous le voyez, à bien des égards, cette femme, Madame Crozat, ainsi que son mari, étaient vraiment préfiguraient en quelque sorte l'émergence au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, de cette nouvelle classe, de cette classe bourgeoise, il faut le dire, enrichie, considérablement enrichie, et qui allait bientôt revendiquer le pouvoir politique après s'être emparée du pouvoir économique. Alors, Madame Crozat, dans ce portrait, elle nous apparaît dans son intérieur intime. Vous voyez qu'elle interrompt son travail sur un mode, de manière tout à fait naturelle. Elle tient de sa main droite une paire de besicles dorés. Et donc, vous voyez qu'elle était occupée à une tâche de tapisserie. Elle est installée devant son métier, dans son intérieur, et elle porte une sorte de bonnet en dentelle. Donc vous voyez également que sa tenue reflète davantage l'intimité et le confort que la recherche d'une gloire tout à fait éclatante et aristocratique. On remarque également certains éléments qui évoquent l'intérieur
comment dire, confortable, tel que le XVIIIe siècle et le style rocaille l'ont défini, un décor qui cherche avant tout le confort. Vous voyez en particulier ce très beau bras de lumière de style rocaille qui est accroché à côté de cette cheminée, et puis ce brûle-parfum, sans doute monté à l'aide d'une porcelaine chinoise. Donc vous voyez un intérieur qui évoque encore une fois le confort bourgeois. Pensons, par exemple, vous voyez qu'il est particulièrement intéressant. Vous voyez, nous sommes en 1741. Et il est particulièrement intéressant de comparer ce tableau qui, en fait, à bien des égards, est tout à fait novateur par son intimisme. C'est tout à fait intéressant, par exemple, de le comparer à un tableau d'un autre très grand portraitiste de la même époque, Jean-Marc Nattier, qui peint en 1746 ce délicieux portrait de Madame de Pompadour. Alors vous voyez qu'ici, au contraire, nous ne sommes pas dans cette représentation finalement assez naturaliste d'une personne sur un mode sincère qui offre sa présence dans son intimité et dans son habitat en fait quotidien, mais au contraire, ce principe du portrait travesti, donc ici en l'occurrence, de la maîtresse de Louis XV, travestie en Diane, avec les attributs. Et cette tradition, elle est en un sens, même si ce portrait semble beaucoup plus éclatant, semble avoir beaucoup plus de charme, et quant à sa construction, ce portrait est finalement beaucoup plus traditionnaliste, car depuis le XVIIe siècle et même depuis le XVIe siècle, les grands personnages ont l'habitude précisément de cacher leur identité. Tout le monde reconnaît Madame de Pompadour, mais tout de même de se déguiser en figure des dieux de l'Olympe. Et en quelque sorte, pour vous montrer l'évolution des mentalités tout au long de ce XVIIIe siècle, on va voir précisément 20 ans après, cette même Madame de Pompadour se faire représenter dans un portrait par cette fois-ci Drouet, François Hubert Drouet, un portrait, vous voyez, de 1763 qui semble très directement tout de même inspiré du portrait d'Aved, et cette fois-ci, cette personne... Madame de Pompadour, évidemment aussi, c'est une sorte de parvenue, mais c'est quelqu'un quand même qui peut revendiquer une sorte d'aristocratie, étant donné la place qu'elle a atteinte. On voit un personnage aristocratique s'emparer des vertus de la bourgeoisie, comme s'il y avait presque un retournement des valeurs, un retournement de la mode, comme si la mode, désormais, ce n'était plus les bourgeois qui veulent ressembler aux aristocrates, mais les aristocrates qui veulent s'emparer des valeurs bourgeoises, les valeurs de l'intimité, d'une certaine forme de simplicité et du travail. C'est tout à fait intéressant. Il est tout à fait intéressant de la même façon pour un petit peu saisir l'esprit de Madame Crozat, d'écouter un petit peu cette description que Saint-Simon nous propose, alors près de 40 ans avant l'exécution de ce portrait. La description que Saint-Simon nous propose en 1707 de l'attitude que Madame Crozat a adoptée lorsque sa fille, Marie-Anne Crozat, épouse un très grand aristocrate, le comte d'Évreux, issu de la prestigieuse famille des Bouillons. Et un mariage qui a fait évidemment beaucoup jaser. Et... pardonnez-moi, Saint-Simon écrit « Madame de Bouillon, qui vint nous en donner part du mariage, nous pria instamment d'aller voir toute la parentèle, nombreuse et grotesque, pour être assimilée aux descendants prétendus des anciens ducs de Guyenne. Elle nous en donna la liste, et nous fûmes chez tous, que nous trouvâmes engoués de joie. Il n'y eut que la mère de Madame Crozat, qui n'en perdit pas le bon sens. Elle reçut les visites avec un air fort respectueux mais tranquille, répondit que c'était un homme si au-dessus d'eux, qu'elle ne savait comment remercier de la peine qu'on prenait, et ajouta à tous qu'elle croyait mieux marquer son respect en ne retournant point remercier que d'importuner des personnes si différentes de ce qu'elle était, lesquelles ne l'étaient déjà que trop de l'honneur qu'elle lui voulait bien faire et n'alla chez personne. Donc vous voyez dans cette description ce mélange assez amusant d'humilité, de conscience de son rang, qui est finalement un rang bourgeois, et en même temps sans doute une pointe d'humour, une pointe de moquerie à l'égard de toute cette cour d'aristocrates qui venait la visiter pour lui rendre ses hommages à elle, bourgeoise très enrichie. Alors ce second portrait qui nous intéresse également, ce magnifique portrait exécuté par David, donc cette fois-ci dans les années 1780, voilà 1783, présenté d'ailleurs au salon de la même année.
ce portrait du médecin Alphonse Leroy. Alors, qui est ce personnage? Ce médecin s'était en particulier distingué à son époque pour être un des tout premiers spécialistes de... Enfin, c'était un obstétricien, pardonnez-moi. Et d'ailleurs, on constate que dans la chronologie de la vie du ménage de Jacques-Louis David, quelques mois avant l'exécution de ce portrait, Madame David avait accouché de leur premier fils, de telle sorte qu'une hypothèse a souvent été proposée d'une rencontre entre le personnage et entre le modèle et l'artiste à l'occasion peut-être de cet accouchement. Et donc vous voyez que ce médecin nous apparaît également dans son intérieur, occupé à travailler. Si vous regardez bien, il y a un détail assez intéressant. Vous voyez ici, je ne sais pas si ça marche. Hop, pardon. Vous voyez, si vous regardez bien, vous voyez qu'en fait, il lui manque sa main gauche. Parce que ce savant en fait s'était blessé, cette amputation avait eu lieu à la suite d'une piqûre anatomique, c'est-à-dire d'une blessure à la suite d'une dissection ou d'une opération. Et donc, si nous regardons notre médecin, nous le voyons en particulier entouré de deux éléments très importants qui sont presque comme des attributs allégoriques. Vous voyez d'une part à gauche cette lampe à quinquet, et vous voyez également que son coude s'appuie contre un ouvrage, contre un livre. Et sur la tranche de ce livre, alors la qualité de la photo n'est pas assez bonne, mais il est écrit Morbi Mulierum, qu'un ouvrage d'Hippocrate consacré aux maladies des femmes. Donc vous voyez que ce médecin apparaît entouré de deux éléments qui viennent en quelque sorte poser sa personne. Si on revient quelques siècles auparavant à une sorte de best-seller, un best-seller des peintres de l'époque de la Renaissance, l'iconologie de Cesare Ripa, on retrouve, c'est un ouvrage en fait qui recense l'ensemble des manières de représenter des allégories, c'est-à-dire des concepts, des idées. Et un de ces concepts qui est proposé, c'est l'étude. Et vous voyez que l'étude, elle est représentée avec deux attributs, le livre et la lampe. Donc vous voyez, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans cette peinture, David reste en un sens fidèle à la tradition iconographique classique, une lampe, un livre, mais il arrive à la moderniser et il arrive à lui donner un certain naturel, à nous représenter un personnage dans son intérieur familier qui est entouré de ses attributs, mais d'une manière discrète, d'une manière moderne, d'une manière réaliste. Quelques mots précisément sur cette lampe à quinquet. Il faut savoir qu'elle avait été inventée, elle avait été, comment dirais-je, élaborée par différents personnages, précisément entre les années 1780 et 1782, en particulier donc les deux savants Argan et Quinquet qui avaient eu l'idée de séparer la lampe d'une part du réservoir à huile, l'huile s'écoulant de son propre poids, et d'autre part ils avaient également élaboré un type de mèche qui provoquait beaucoup plus de lumière et qui émettait beaucoup moins de fumée. Donc évidemment, la présence de cette lampe à côté du personnage, c'est à la fois un symbole d'une extrême modernité, et c'est en même temps le symbole tout à fait traditionnel de la lumière, bien sûr, c'est-à-dire de la raison et de la sagesse. Et dernier élément qui nous... Ah pardon, oui. Dernier élément qui nous intéresse dans la mise de notre personnage, vous l'avez peut-être noté, c'est cette splendide robe de chambre qu'il porte, la robe de chambre qui devient au XVIIIe siècle la toge du philosophe, d'une manière d'ailleurs tout à fait revendiquée. Hein. Rappelez-vous déjà qu'au XVIIe siècle, Descartes, dans ses méditations métaphysiques, se décrivait absorbé dans la méditation en robe de chambre devant sa cheminée, hein, il le dit lui-même. Donc la robe de chambre, c'est vraiment le synonyme c'est vraiment le déshabillé de l'homme, c'est un synonyme de confort, c'est un vêtement qui permet la concentration de l'esprit grâce précisément à la décontraction du corps. Et donc au XVIIIe siècle, peu à peu, elle devient l'image, et une image, comment dirais-je, elle devient un élément de mode presque, qui permet à l'homme de se représenter d'une manière tout à fait décontractée et de se présenter comme un intellectuel studieux et savant. Par exemple, Voltaire la portait, on le sait, hein, en absolument toute occasion, vous le voyez d'ailleurs à gauche, dans sa confortable robe de chambre, et il s'est même fait enterrer avec sa robe de chambre dans son cercueil.
Vous voyez également que Jean-Jacques Rousseau portait cette robe de chambre. Vous voyez d'ailleurs que les deux personnages sont affublés d'une sorte de bonnet arménien, à ce que l'on nous rapporte. Et Diderot également s'est fait représenter revêtu de cette même robe de chambre et a écrit d'ailleurs un très très beau texte, ces fameux regrets sur ma vieille robe de chambre, où il exprime précisément avec tout l'humour qui le caractérise combien la robe de chambre est le costume de l'intellectuel. Il écrit, ma vieille robe de chambre, « Elle moulait tous les plis de mon corps sans le gêner. J'étais pittoresque et beau. Un livre était-il couvert de... Excusez-moi, un livre était-il couvert de poussière? Un de ses pans s'offrait à l'essuyer. L'encre épaisse refusait-elle de couler de ma plume? Elle présentait le flanc. On y voyait tracer en longs grès noirs les fréquents services qu'elle m'avait rendus. Ces longs grès annonçaient le littérateur, l'écrivain, l'homme qui travaille. » Donc vous voyez combien cette tenue sans façon, cette tenue négligée va devenir peu à peu une nouvelle convention de l'élégance du philosophe que porte bien entendu notre médecin Leroy, homme de progrès. On va retrouver précisément quelques années plus tard, dans notre très fameux portrait d'un immense personnage du siècle des Lumières, Lavoisier, l'inventeur de la chimie, on retrouve en quelque sorte, mais transposé à une échelle monumentale, cette même rhétorique du personnage qui s'entoure des objets de sa science et de ses recherches et de son travail, qui sont presque les allégories de sa connaissance, et avec ce coup de génie absolument génial de David, d'avoir... Bizarre, ça marche pas. J'aurais bien aimé faire un zoom, en fait. Ah ben voilà, ça marche. Oui, vous voyez cette très belle... donc Lavoisier qui est représenté avec son épouse, et donc cette très belle transposition, encore une fois, de l'image classique du poète avec sa muse, et cette fois-ci, c'est le savant avec son épouse qui l'aidait dans ses recherches, et d'ailleurs qui, en particulier, vous voyez le carton à dessiner ici, qui était chargé de dessiner pour que soient ensuite gravées les images de ses inventions et de ses recherches. Alors, avançons-nous un petit peu. Un autre très beau tableau du musée Fabre, Les abords d'une foire de Claude-Joseph Vernet, très grand paysagiste d'origine méridionale du XVIIIe siècle. Un tableau qui a été peint donc en 1774 pour l'abbé de Terré, qui était d'abord le contrôleur des finances et qui est devenu ensuite pendant un an, de 1774 à 1775, le contrôleur général des bâtiments du roi, c'est-à-dire en quelque sorte le ministère de la Culture à cette époque, et qui a commandé à Vernet une paire de tableaux, celui-ci, et son pendant, qui se trouve donc aujourd'hui au musée du Louvre, la construction d'un grand chemin. Et ces deux tableaux vont vraiment nous intéresser parce qu'ils sont des commandes d'un homme politique, et à bien des égards, ils illustrent à tout point de vue le programme économique des Lumières. Si on regarde un petit peu ce tableau, nous y voyons dans un paysage inventé, mais peut-être inspiré d'éléments méridionaux que Vernet connaît bien. On a cru par exemple reconnaître la forteresse qui domine la ville de Villeneuve-les-Avignon à gauche, peut-être la silhouette ici du mont Ventoux, alors qu'au contraire, sur ce pont, on y a reconnu le pont de Saint-Cloud qui est près de Paris, donc vous voyez un paysage tout à fait composite. Eh bien, nous voyons dans ce paysage des marchandises qui circulent. Vous voyez tous ces ballots le long de cette voie navigable, pardon. Et puis ici, cette foire qui est en train de s'agréger, cette foire pleine de vie avec tous ces... Oula, oui, c'est... Bon, pardon. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien. On va dézoomer, voilà. Donc on devine en particulier, vous voyez ici tous les étals des marchands sur le quai. Ah oui, la souris n'apparaît pas en fait, d'accord. Donc on voit les étals des marchands, et puis on a même un petit tréteau, si vous regardez bien cette forme carrée ici, ce sont les tréteaux de comédiens. Et l'autre tableau, la construction d'un grand chemin, où vous voyez un personnage à cheval, hein, d'ailleurs, où on pense toujours d'ailleurs aujourd'hui reconnaître le personnage de
comment s'appelle-t-il, excusez-moi, de Perronnet, l'ingénieur Perronnet, le fondateur à cette époque du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, puis de l'école des ponts et chaussées, qui est en train, vous voyez, de surveiller la construction d'une route royale, puisqu'on retrouve ici, vous voyez sur la borne, la Fleur de Lys, avec le numéro 250. Nous sommes à 250 lieues de Paris, et donc vous voyez ces ouvriers en train de construire le chemin. Vous voyez ici le contremaître avec cette sorte de baguette qui lui permet d'arpenter, qui présente à l'ingénieur l'avancée des travaux. Et donc, il y a bien des égards, évidemment, ces tableaux, on ne peut pas ne pas y lire une apologie de la circulation de la marchandise, une apologie du rôle d'aménagement du territoire que doit venir jouer l'État. Ici, le chemin, ici, les voies navigables. Avec ce pont, vous voyez, on est vraiment dans un site naturel, avec la présence discrète, mais tout de même manifeste de ce pont qui est vraiment le geste politique qui permet la circulation des marchandises et l'enrichissement de chacun, à une époque précisément au XVIIIe siècle où la pensée économique libérale commence à défendre l'idée que ce n'est pas l'accumulation par un pays de toutes les richesses telles qu'on le pensait au XVIIe siècle, mais au contraire la circulation des marchandises le plus possible qui permet l'enrichissement de tous. Et je pense d'ailleurs en particulier à cette époque-là aux réflexions qu'ont provoqué l'idée de la foire, et en particulier le passionnant article écrit par Turgot sur ce sujet. Cet article qui décrit donc la constitution de la concentration dans un lieu donné de marchandises au fur et à mesure que tel ou tel producteur s'enrichit et peut quitter son lieu de production pour un certain nombre de jours pour pouvoir venir vendre sa marchandise. Donc tout ça avec une réflexion assez mathématique, enfin pas strictement mathématique, mais une réflexion logique assez passionnante, mais qui conclut tout de même en même temps sur la critique de ce qu'est une foire, puisque une foire n'est rien de plus qu'une zone franche. Et qui dit zone franche dit précisément zone d'interdiction. Et Turgot concluant son article sur une invitation à détruire à mettre fin à toutes sortes de zones franches et surtout à toutes sortes de taxes, d'octroi et à mettre en place ce fameux laisser-faire qui s'exprimera surtout au XIXe siècle. Alors, autre tableau, quelques mots également sur Greuze. Greuze que l'on retrouve au musée Fabre à travers ce magnifique tableau « Le gâteau des rois ». Donc Greuze, un peintre qui s'est spécialisé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle dans la peinture de l'humble vie des paysans. Vous voyez en particulier dans ce tableau une représentation de la scène du gâteau des rois, donc l'épiphanie tout simplement, avec ce patriarche assez majestueux qui tend dans un drap les différentes parts de la galette, tandis qu'on lui présente l'humble enfant qui tient, vous voyez, c'est assez charmant, qui tient à peine debout, que l'on aide à tenir et dont la main innocente doit choisir la part, doit distribuer les parts au sein de la famille. Donc vous voyez également, il y a une étude tout à fait ravissante de la diversité des émotions de chacun des personnages. On retrouve l'attendrissement, la curiosité. On a même cette petite boudeuse derrière à droite qui a sans doute fait une grosse bêtise et qui se repent. Donc vous voyez, c'est un tableau assez charmant qui exalte en même temps des idées qui sont peut-être surtout proches de celles de Jean-Jacques Rousseau, à une époque où nombre de philosophes des Lumières font l'éloge du luxe qui permet l'adoucissement des mœurs. Et bien ici, on a un peintre dans son siècle qui exalte au contraire la simplicité de la vie, la simplicité des mœurs contre le libertinage. Il faut d'ailleurs savoir que ce tableau a été gravé par le graveur Lebas, et le tableau a été accompagné d'une légende qui est très éloquente, qui nous apprend un petit peu la manière dont le tableau a été perçu sur un mode, à l'époque, au XVIIIe siècle, et il était perçu d'ailleurs sur un mode assez, assez subversif finalement, puisqu'il était écrit dans la légende que le hasard ici donne la royauté au père, au fils, aux filles, tout au sein de cette famille.
tout au sein de cette famille va retentir des chants de l'aimable gaieté. Mais autour d'une table abondamment garnie, où règnent les ennuis et la cérémonie, souvent sous les lambris d'un magnifique toit, on articule à peine en bâillant, le roi boit. Donc vous voyez vraiment dans cette légende de la version gravée du tableau, on retrouve vraiment l'opposition entre le bonheur de la vie simple et l'ennui un petit peu décadent des aristocrates dans leur festin garni mais profondément ennuyeux. Mais si on fait un petit peu, si on va un petit peu plus loin, si on essaye de voir un petit peu plus loin, et si on compare en fait ce tableau de Greuze avec la tradition qui le précède de la représentation de la vie paysanne, parce que Greuze n'invente pas la peinture de la vie paysanne. On pense bien entendu à Louis le Nain, avec cette très fameuse famille de paysans, où on retrouve bien sûr cette même dignité, cette même sévérité des personnages, cette même majesté. Et puis pensons surtout à ce qui représente de la manière la plus importante d'un point de vue numérique la peinture de la vie paysanne, ce sont surtout les peintures flamandes. Et ces peintures flamandes, en particulier de David Ténier, qui traitent toujours les paysans, les humbles gens, sur un mode drôlatique et humoristique. Ici, par exemple, vous voyez cette bande de fumeurs, sans doute très imbibés d'alcool. Eh bien, vous voyez la nouveauté qu'apporte Greuze, grande nouveauté, c'est de donner d'une part une dignité magnifique à ces personnages, mais même d'élever la vie quotidienne à une capacité narrative. C'est-à-dire que ce tableau raconte une histoire, il n'évoque pas une vie, il n'évoque pas la vie paysanne, il raconte une véritable histoire. Et à tout point de vue, on ne peut pas ne pas identifier dans ce tableau de la même façon une transposition d'un certain nombre de gestes traditionnels de la peinture religieuse dans la vie des humbles paysans du XVIIIe siècle. Comment ne pas voir, par exemple, dans la figure de ce patriarche qui invite à distribuer les parts de la galette, une image actuelle du Christ, et dans cette famille, une image de la scène. Vous voyez d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi, les scènes dans la tradition de la peinture sont très souvent accompagnées de figures féminines qui portent un plat de manière élégante. Et bien ici, de la même façon, Greuze transporte ces figures élégantes qui viennent rythmer l'espace. Pensez à Véronèse par exemple, on a vraiment des figures comme ça. Et bien vous voyez qu'il le transpose sur un mode tout à fait contemporain, une jeune personne qui est en train d'apporter une grande soupière à cette tablée. Donc qu'est-ce qui est en train de faire Greuze? Là aussi, du point de vue des Lumières, on a une véritable révolution d'un point de vue pictural. C'est que la tradition voulait que les sujets ignobles, si je puis dire, voilà, les sujets non nobles, soient traités sur un mode humoristique, et que les sujets aristocratiques, les sujets nobles, soient traités sur un mode noble. Par exemple, pensons à Molière, qui, lorsqu'il nous parle de la vie des bourgeois, le fait sur un mode comique. Pensons à Racine, qui, quand il parle de la vie des princes, le fait sur un mode tragique. Eh bien ici, on a affaire à un peintre qui parle de la vie des humbles gens sur un mode majestueux. Et ça, c'est une véritable révolution. C'est quelque chose de tout à fait inédit. Ah oui, alors je vois que oui, il va falloir que j'accepte. Alors, maintenant, quelques mots sur la question de la sculpture et la représentation du grand homme. Ça, c'est un autre élément très important dans l'art du XVIIIe siècle, qui est dans lequel d'ailleurs les philosophes ont beaucoup appelé de leur vœu, et que les artistes ont entendu, et les artistes se sont mis précisément à adhérer à cette idéologie en quelque sorte. Dès le milieu du XVIIIe siècle, en particulier, Voltaire, commentant dans le siècle de Louis XIV, appelle de ses vœux à ce que l'on cesse de représenter des sculptures des rois entourés d'esclaves. Vous voyez ces figures d'esclaves enchaînés, ces captifs qui accompagnent traditionnellement la représentation des monarques. Et il appelle de ses vœux, au contraire, à ce que l'on représente autour de l'image des monarques des figures qui ont permis le progrès de l'humanité. Donc les grands hommes de l'histoire de France en particulier. Et donc, de nombreux sculpteurs, puisque c'est précisément dans la sculpture que la célébration des grands hommes va pouvoir s'exprimer du fait de sa durabilité, eh bien, on va avoir, par exemple, vous voyez, Jean-Antoine Houdon qui va produire ce très beau buste de Molière, l'original en marbre se trouvant à l'Odéon aujourd'hui,
Non, pardon, il a été conçu pour l'Odéon, mais il se trouve aujourd'hui à la Comédie Française. Et Jean-Antoine Houdon qui envoie à Montpellier, en 1779, un tirage en plâtre de ce buste. Donc vous voyez, c'est un défi quand même assez important pour les artistes de cette époque-là, parce que pour la première fois, on ne leur demandait pas d'aller puiser dans la traditionnelle antiquité pour représenter leurs personnages. Il s'agissait, c'était rien de moins que pour la première fois de puiser dans un passé beaucoup plus immédiat et d'imaginer la figure sur un mode réaliste, quelle pouvait être la figure de Molière. Vous voyez exactement à la même époque, un grand projet très important, une grande commande très importante a été faite par le comte d'Angivillers, qui était le directeur des bâtiments du roi sous Louis XVI, c'est un ami d'ailleurs très proche de Louis XVI, et le comte d'Angivillers a commandé une suite de sculptures à tous les grands sculpteurs de leur époque, une suite qui représenterait les grands hommes, en particulier du siècle de Louis XIV et du début du XVIIIe siècle. Alors toutes ces sculptures se retrouvent aujourd'hui au Louvre et vous voyez en particulier que Molière a également été représenté cette fois-ci par Jean-Jacques Caffieri. À la même époque, et c'est tout à fait intéressant, à Montpellier, eh bien une commande sur le même mode a été faite par les États du Languedoc, par la province, pour que soient réalisés 4 groupes sculptés représentant 8 grands personnages, donc par groupe de 2, 8 grands personnages du règne de Louis XIV pour accompagner la gigantesque sculpture en bronze du roi qui finalement se trouvait bien seul sur cette grande étendue. Et vous voyez que en fait, chaque groupe renvoie à un concept en quelque sorte. Il y avait donc un groupe pour la marine, un groupe pour la religion, un groupe pour le droit et un groupe pour la guerre. Mais autant, vous voyez, on aurait pu par exemple représenter la marine de manière très traditionnelle sous la forme d'un Neptune ou d'une Amphitrite, eh bien cette fois-ci, on va représenter la marine avec 2 personnages qui ont servi la politique maritime du roi Soleil, à savoir le ministre Colbert et l'amiral Duquesne. De la même façon, la religion aurait pu être représentée sous la forme d'une femme, avec les attributs. Eh bien non, désormais, on va représenter la religion sous la forme des 2 plus grands prélats de cette époque, à savoir Bossuet et Fénelon. Et c'est très intéressant de penser à cela quand on mesure ensuite l'influence qu'a eu ensuite au XIXe siècle ce goût de la représentation des grands hommes dans la sculpture, et combien toutes nos villes ont été profondément marquées par ces multiplications de figures de grands hommes. Donc, dès la fin du XVIIIe siècle, ce que l'on voit apparaître, c'est rien de moins que le principe d'une exaltation à côté du roi, une exaltation des grands personnages de la nation, une véritable forme de nationalisme avant l'heure. Mais pour terminer cette histoire, il faut savoir que malheureusement, ces sculptures n'ont jamais été achevées. Elles n'ont pas été achevées du fait d'un manque de financement, et le projet a été abandonné en 1789. Mais nous avons la chance, donc, au musée, de conserver, vous voyez, ces 2 très belles maquettes modelées en prévision de l'exécution des groupes en marbre, ce qui n'a jamais eu lieu. Et vous voyez exactement à la même époque, on revient à la grande commande du comte d'Angivillers à Paris, eh bien les mêmes personnages ont été exaltés par d'autres artistes. Alors Pajou, vous voyez, qui représentait Colbert et Duquesne pour Montpellier, a été chargé de représenter Bossuet, et en voici l'esquisse en terre cuite. Et puis un autre sculpteur, Félix Lecomte, qui a été chargé de représenter Fénelon. Mais là où les Lumières sont allées, l'esprit des Lumières est allé encore plus loin, c'est d'avoir même choisi, d'avoir même tenté, peut-être pour la première fois, de représenter dans la sculpture un personnage contemporain, qui n'était pas un monarque, un personnage contemporain, un personnage populaire. Et il s'agit bien entendu de la commande d'un Voltaire nu. Alors cette commande, elle a lieu dans les années 1770 lors d'une réunion d'un certain nombre d'intellectuels et de philosophes qui décident de commander
une sculpture en marbre, hein, donc vraiment le marbre, le matériau qui permettait de glorifier sur un mode intemporel, sur un mode qui pourrait traverser les siècles et l'histoire, les grandes figures que l'on souhaitait célébrer. Donc à l'origine, on retrouve donc 17 personnages qui ont contribué à cette commande, dont Diderot et d'Alembert d'ailleurs, et qui ont lancé une souscription en 1770 où de nombreuses personnalités vont participer. Par exemple, Frédéric de Prusse, qui va contribuer à au financement de cette sculpture. Donc, assez rapidement, d'abord, Jean-Baptiste Pigalle va réaliser cette figure en terre cuite qu'il va modeler, qui va déjà peu à peu commencer à provoquer un certain scepticisme chez certains des commanditaires, parce qu'il s'agit quand même de représenter un vieillard nu et décharné, enfin un vieillard décharné nu, ce qui ne se fait pas habituellement, mais on continue. Par exemple, certes, d'autres personnages encouragent l'artiste dans sa commande. Diderot, par exemple, voilà, on sait qu'il a vraiment encouragé Pigalle à continuer et à réaliser en marbre la figure de Voltaire entièrement nue. Et finalement, en 1776, le marbre est présenté et il fait complètement scandale. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. On a voulu, bien sûr, revêtir Voltaire de la tenue, entre guillemets, si je puis dire, du grand homme, à savoir la nudité à l'antique, hein, cette image qui devait le faire entrer de manière intemporelle dans l'histoire. Et puis, lorsque le marbre est présenté au salon, eh bien, tout le monde se rétracte et tout le monde trouve l'œuvre affreuse. Donc c'est vraiment une réaction immédiate. Et évidemment, il y a un autre sculpteur qui va tout de suite se rendre compte de l'opportunité à saisir. C'est bien entendu Houdon, parce que les artistes n'ont de cesse de se regarder les uns les autres. Et Houdon va recevoir une commande d'un autre Voltaire par la nièce de l'écrivain, et cette fois-ci, vous voyez, il va avoir ce coup de génie, cette fois-ci, de représenter notre philosophe, cette fois-ci dans sa robe de chambre, toujours cette robe de chambre, mais vous voyez en même temps cette robe de chambre qui évoque surtout la toge du vieux philosophe, du vieux sage philosophe. Le marbre étant conservé à la Comédie Française, et au Musée Fabre, nous conservons cette magnifique terre cuite modelée par l'artiste. Et donc vous voyez, ce qui est vraiment absolument magnifique, c'est d'avoir trouvé cet équilibre parfait entre le caractère intemporel inspiré de l'Antiquité, cette toge, et en même temps ce caractère profondément naturaliste, ce vieillard dans sa robe de chambre avec le regard plein de vie. Et je crois que j'ai un petit peu... Est-ce que je peux terminer? Oui? En 3 minutes? Très bien. Alors, je termine avec un tableau du musée qui est également très intéressant. C'est un tableau de Vincent. On a fort peu finalement parlé d'Antiquité tout au long de cette intervention. Vous voyez, au contraire, on s'est plutôt intéressé à des figures tout à fait actuelles, aux portraits, aux paysages, c'est-à-dire des choses qui nous permettent, des genres artistiques qui nous permettent de regarder directement la manière dont les artistes représentaient leur époque, mais on peut également déceler peut-être quelques influences de l'esprit des Lumières dans la manière de raconter, non pas de représenter, mais de raconter l'Antiquité, par exemple, dans ce tableau de François-André Vincent, donc Bélisaire réduit à la mendicité, secouru par un officier des troupes de l'empereur Justinien, qui se trouve au musée Fabre. Alors, l'histoire de Bélisaire, a rencontré un très très grand succès dans la seconde moitié du XVIIIe siècle grâce à la publication d'un roman de Marmontel, un roman assez ambigu, puisqu'il exaltait à la fois la figure de ce général persécuté par Justinien, malgré tous ses succès militaires, et qui exaltait sa vertu jusque dans la mendicité, jusque dans la pauvreté, c'est-à-dire en fait finalement une exaltation assez traditionnelle d'une vertu morale et d'une certaine forme de stoïcisme, mais très vite, précisément, quand le livre sort, on y
identifie également le caractère peut-être contestataire d'un point de vue politique, et le livre est finalement, par exemple, condamné par la Sorbonne. Et une quinzaine d'années plus tard, Vincent va s'emparer de ce sujet pour représenter ce tableau. Et vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à vrai dire, ce tableau, on pourrait y voir avant tout ce qu'on appelle traditionnellement, qui était déjà présent dans la peinture du XVIIe siècle, un exemplum virtutis, c'est-à-dire un tableau qui appelle individuellement et sur un mode moral à admirer la grandeur du vieux général, vous voyez, rejeté par son empereur, réduit à la mendicité et qui finalement est identifié, vous voyez, dans ce petit coup d'œil assez impressionnant par un de ses anciens officiers qui d'un coup reconnaît le personnage lorsqu'il lui verse l'obole. Mais en même temps, certains commentateurs, en particulier Michael Fried, ont quand même remarqué que on n'a pas dans ce tableau, on ne retrouve pas la magie de l'identification du personnage, la magie de la reconnaissance. Ce n'est pas un tableau réjouissant. Vous voyez au contraire que la figure de Bélisaire a finalement un caractère assez menaçant et que tous les personnages qui sont en train de le reconnaître sont dans une mine plutôt inquiète, plutôt assombrie. Et peut-être ressentent une certaine forme de remords. Et c'est ce que toute la critique du XVIIIe siècle, à l'époque où le tableau est présenté au salon, va reprocher à ce tableau, c'est sa froideur. Non pas sa froideur de ton, mais la froideur de son ambiance qui est finalement assez inquiétante. Et je comparerais, ça c'est le pendant du tableau, il a un pendant qui représente cette fois-ci Socrate avec Alcibiade, et je terminerai avec la réponse de David, que David a proposé quelques années plus tard au salon avec son Bélisaire demandant l'aumône, un tableau tout à fait révolutionnaire d'un point de vue stylistique et d'un point de vue de son format. David va s'intéresser à ce sujet. Donc vous voyez, on retrouve le général accompagné de l'enfant qui porte le casque, avec cette femme qui verse l'obole, et l'officier qui tout à coup reconnaît par surprise son ancien général qui est devenu un mendiant. Mais ce qui est tout à fait spectaculaire dans ce tableau, c'est d'une part, alors qu'il s'agit d'un tableau réalisé par David de son propre chef, ce n'est pas une commande, il va lui donner les dimensions de la commande officielle. C'est un tableau qui fait près de 3 mètres par 3, c'est un énorme tableau qu'il va créer spontanément. Et donc, par l'introduction de cet immense format qui permet de déployer la scène dans une véritable, presque une scène de théâtre géométrique, eh bien David inaugure toute la décennie, même les 20 ou 30 ans de sa carrière qui vont aller de tableaux gigantesques en tableaux gigantesques qui n'auront plus seulement une valeur publique, comme tout au long du XVIIIe siècle, mais une valeur véritablement politique. Et c'est précisément ce qui va lui permettre de déployer cette peinture proprement révolutionnaire. Et c'est en quelque sorte par ce tableau que l'on sort de la peinture des Lumières et que l'on entre dans la peinture de la Révolution, c'est-à-dire dans une nouvelle époque. Voilà, je vous remercie.